Et salut à tous, les avant-premières sur Dominaria, c'est terminé, et comme je vous l'avais promis, je vous fais une petite vidéo récap de mes avant-premières, puisqu'en fait j'ai participé à deux événements, donc qui étaient le dimanche, le même jour en fait. Le matin j'ai participé à une avant-première classique, en 1 contre 1, et l'après-midi en équipe, en troll à 2 têtes ou en 2 contre 2. Donc voilà, donc cette vidéo sera en 2 parties. Premièrement, bien sûr, je vais vous parler du premier événement et par la suite du second. Donc le matin, levé à 7h, début de l'événement 9h, on se retrouve avec chacun notre petit pack d'avant-première que je me suis empressé d'ouvrir et de trier. Donc au niveau des grosses cartes que j'ai pu piocher, on remarquera Darigaz, le gros dragon, Joda, l'archimage éternel, mais aussi Traxos, cet énorme dinosaure artefact, la lame noire reforgée qui nous donne des gros bonus en l'équipant, un vampire tout bêtement, voilà, légendaire, une grosse saga bleue, le djinn des tempêtes, bonne petite surprise en foil, et en 2 exemplaires, dont une qui était la version promo, l'archéologue audacieuse, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour les rares. Au niveau de mon deck, je suis parti de manière un peu safe sur du blanc-bleu artefact. J'ai absolument voulu jouer Traxos et la lame noire reforgée, et en fait j'ai décidé de faire un deck historique. Donc j'ai casé le maximum d'artefacts, comme vous pouvez le voir, ainsi que les 2 archéologues qui interagissent plutôt bien avec les artefacts en général, puisque l'artefact est historique. J'ai également inclus du bleu donc pour le contrôle, et puis pour mettre des grosses bêtes volantes, histoire de mettre de grosses blessures assez rapidement dans la partie, tout en gérant les menaces de mon adversaire. Malheureusement, je n'ai pas pu inclure des gros spoilers, donc Joda parce que j'ai pas voulu faire un splash rouge, et Darigaz, car malheureusement le noir, rouge et vert était pas assez puissant justement pour pouvoir me permettre de l'inclure, donc impasse malheureusement. Donc le premier tournoi s'est déroulé en 5 rondes, donc à chaque fois en 2 manches gagnantes. Donc moi personnellement j'en ai gagné 2 et j'en ai perdu 3, donc je vais vous expliquer vite fait ce qu'il s'est passé. Alors premier adversaire, il sort pas tout simplement, il ne fait pas grand chose, et moi tout bêtement j'arrive à sortir Traxos tour 4, donc à le faire arriver en jeu engagé, puis juste après tour 5, donc je joue la lame noire reforgée qui bien sûr va dégager mon Traxos. J'arrive à lui équiper pour 3, puisque ça me coûte 2 à la poser, puis 3 à lui équiper, donc tout de suite Traxos gagne +5/+5 et j'attaque juste derrière avec une 12-12 piétinement, sachant que j'avais déjà mis quelques blessures avant et ça a été très rapide. Et pareil, la deuxième manche se passe très bien, mon adversaire ne fait pas grand chose malheureusement, et donc ce fut une première ronde tout à fait gagnée. La deuxième ronde se passe très très bien aussi, alors je ne fais pas grand chose avec Traxos qui se fait gérer si ma mémoire est bonne. Par contre j'arrive à mettre le djinn des tempêtes en fait sur les 2 parties très tôt, et je mets beaucoup de blessures, mon adversaire n'arrive pas à la gérer, donc elle va gagner +1/+0 pour chaque heal que je contrôle, et je joue beaucoup d'heal puisque j'ai beaucoup d'heal par rapport au nombre de plaines que je possède, puisque j'ai très peu de cartes blanches en fin de compte. Donc voilà, le djinn fait vraiment de gros ravages, ce qui me fait remporter ma deuxième et malheureusement dernière round de ce petit tournoi. À la troisième round, je me retrouve face à un adversaire qui du coup a lui aussi gagné ses 2 premières rounds, donc là le niveau commence à être un peu plus élevé en face de moi. Je me retrouve face à une adversaire en l'occurrence qui jouait des petits saprobions, donc les espèces de jetons champignons en fait, et malheureusement cette personne me sort Shalai, voix de l'abondance, très tôt dans la partie. Donc c'est ce petit ange qui va donner la défense talismanique à toutes les autres créatures et à elle-même, et ça c'est pas forcément ça le problème. Le problème c'est que comme elle jouait beaucoup de petits jetons saprobiontes, sa deuxième capacité qui leur met des marqueurs +1/+1 est juste trop puissante, et je n'arrive pas à m'en sortir. Et à la deuxième manche du coup, c'est pareil, elle ressort très rapidement sa petite Shalai, et j'arrive malgré tout en fait à lui prendre le contrôle de sa Shalai grâce à Entre les griffes de Bolas, puisque l'ange lui-même n'a pas la défense talismanique, mais malheureusement ce n'est pas suffisant car ça arrive un peu trop tard et je me fais un peu rouler dessus. Ensuite la troisième manche, je ne sors pas, je fais un énorme manades, c'est-à-dire que je ne pioche pas de terrain, on refait la partie, j'ai beaucoup de retard, il a une sortie explosive et ça se passe très très bien pour lui, d'autant plus qu'il arrive à sortir l'énorme ange mythique 5/5 vol initiative lien de vie qu'il a eu d'ailleurs en version promotionnelle, donc c'est plutôt impressionnant et je me fais rouler dessus puisque je ne peux rien faire
dans l'état pour contrecarrer ce gros ange vraiment très embêtant. À la 5e round, c'est beaucoup plus serré par contre, donc tout se passe très bien jusqu'à ce que mon adversaire joue la petite saga Unco qui s'appelle Temps des Glaces. Donc Temps des Glaces, qu'est-ce que ça fait? Ça va dire que les 2 premières capacités vont pouvoir m'engager une créature disons sur le terrain et qu'elle ne se dégagera pas pendant tant qu'en fait que le Temps des Glaces sera sur la table, et lors de la 3e capacité, la saga va renvoyer dans la main de leur propriétaire toutes les créatures qui sont engagées, donc ça peut être les miennes, ça peut être celles de mon adversaire, enfin bref, toutes les créatures. Et qu'est-ce qu'il se passe? En fait, il faut savoir que les sagas, lorsqu'on met le 3e marqueur Sapiens ou marqueur lore, tant que la capacité n'est pas résolue, la saga ne va pas quitter la table. Et donc mon adversaire, au moment où la 3e capacité de renvoi dans la main va sur la pile, il joue en flash la sentinelle du trident de perles, donc c'est un nom dingue, et qui va faire en sorte de blinker un permanent historique, c'est-à-dire de l'exiler puis de le renvoyer en jeu plus tard. Et il va faire ça avec sa saga, qui va en fait renvoyer dans l'exil. Ensuite, la capacité se résout, toutes mes créatures qu'il avait engagées sont renvoyées dans ma main, puis à la fin de son tour, la saga revient, les effets se redéclenchent, et en fait, grâce à ça, il a pu faire son effet complet 2 fois, et donc me retarder énormément, d'autant plus que j'ai fait une grosse erreur de jeu, puisque lors de la 2e résolution de la saga, moi, qu'est-ce que je fais? Je pose Traxos qui arrive en jeu engagé, et forcément, c'est son tour, et Traxos est renvoyé dans ma main, puisque j'avais compris en fait que seuls les permanents qui avaient été engagés par la saga étaient renvoyés dans la main, mais ce n'est pas le cas. Mon Traxos que j'ai posé tout bêtement engagé est aussi revenu dans ma main, et donc j'ai perdu beaucoup trop de temps. Donc ça c'était pour la 2e partie il me semble, et donc voilà, j'ai perdu 2-1 je crois, voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce premier événement, donc voilà, donc 2 parties qui se passent très très bien, la 3e où je me fais rouler dessus, la 4e où je ne sors pas, et la 5e qui était assez serrée, mais la combo Temps des Glaces plus sentinelle du trident de perles et moi qui fais une grosse erreur de jeu fait que je ne m'en sors pas. Quoi qu'il en soit, je ne repars pas les mains vides puisque j'ai un lot de consolation, c'est-à-dire 2 boosters Dominaria que je vais ouvrir tout de suite, voilà. Donc on va voir si on a un petit lot de compensation intéressant ou non. Hop, alors, que nous réservera ce petit premier booster, donc petit booster de l'eau, sachant que les gagnants ont reparti avec 9 ou 10 boosters, donc voilà, ça aurait été intéressant de gagner un peu plus de matchs, mais voilà. Donc un disciple de Serra, le prospecteur Skirkien, j'ai pas vu, voire même pas du tout de jeu gobelin en fait lors de cette matinée, donc c'était un peu bizarre. Mais bon voilà, on peut pas tout voir. Naître descendre qui va nous chercher des terrains, nicher de rats, que je n'ai pas vu non plus, opération de sauvetage, vigile de Koilos, infection fongoïde, beaucoup de jeux saprobionte d'après ce que j'ai compris, lance de joute, la valeur balotte, Aruspice Talidé, donc ça pareil que j'ai beaucoup affronté dans les decks saprobionte. Hop, manipulateur glacial qui est juste affreux lorsqu'on est en 1 contre 1 et notamment en limité, surtout si on peut le combiner avec le servant qui nous dégage des artefacts à la fin de notre tour, c'est juste ultra violent puisqu'on peut bloquer indéfiniment n'importe quoi en face, donc c'est un peu fort en fait, donc j'ai pas eu la chance d'en piocher malheureusement. Urgoros, lui qui évite un énorme spectre volant, voilà. Et donc en rare, on aura eu le droit à l'éveil sylvestre, donc ce petit rituel qui va transformer temporairement tous vos terrains en créatures 2/2 élémentales, indestructibles, portée, célérité, donc ça peut vous protéger d'un gros assaut ou tout simplement tenter de finir votre adversaire d'un seul coup, donc ça peut être puissant. J'ai l'impression qu'on a une petite foil derrière, donc on va aller voir ça. Hop. Et ce sera la baguette de sorcier, une petite Unco foil, voilà, tout bêtement. Donc c'est plutôt cool, et un magnifique jeton cauchemar et horreur. Ce deuxième booster, qui sera le deuxième booster récompense, va nous donner, je l'espère, quelque chose de bien. Donc une trappeuse, un coureur, la représentante que j'ai pas trouvé génialissime, hein. Donc c'est une 3/2 après, mais sa capacité était un peu cher payée, j'ai trouvé. Dépouillé. Quand tu te prends ça tour 1, ça fait vraiment très très mal. Option qui est plutôt cool, hein, que j'ai pu inclure dans mon deck et qui est vraiment très très sympathique. Charge, voilà, qui fait des choses. L'infection, encore une fois, les vigiles, Brigadier Keld. Le grimoire d'Urza que j'avais également dans mon deck, hein, qui peut faire du card advantage plutôt bon, donc c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, dernière séparation, qui fait des choses aussi assez violentes. Donc je l'avais pioché mais je ne l'ai pas intégré parce que je n'en avais pas forcément trouvé l'utilité.
Tetsuko que j'ai joué dans mon deck, donc plutôt pas pour sa capacité mais pour le fait que ce soit une petite créature qui encaisse bien et qui est historique, donc ça me permettait de déclencher mes différents triggers sur les capacités qui demandaient des sorts historiques. Et en rare on aura le droit à l'offrande abjecte de Yogg-Saibul, donc cet énorme rituel légendaire qui nous oblige du coup à posséder une créature ou un planeswalker légendaire pour pouvoir être lancé, et c'est assez fort puisque ça va tout simplement renvoyer une carte de créature ou de planeswalker depuis un cimetière en jeu sous notre contrôle, et juste derrière on peut détruire une créature ou un planeswalker même, et c'est plutôt fort. Voilà, donc offrande abjecte. Ensuite j'ai l'impression qu'on a encore une foil. Ouais, j'ai l'impression qu'on a encore une foil, donc une île, et on aura eu le droit à une deuxième Onko, qui ce sera donc Urgoros, lui qui évite qu'on a vu tout à l'heure, en foil, donc c'est plutôt cool, ça fait plutôt plaisir d'avoir des créatures légendaires comme celle-ci en foil, voilà. Donc c'est à peu près tout du coup réellement pour ce premier event. Donc en fin de compte, moi je suis plutôt satisfait du deck que j'ai fait, de ma performance. Après j'ai trouvé que les quelques parties où j'ai perdu, j'ai vraiment pas eu de chance. Voilà, par exemple sur la partie où j'ai perdu face à Shalai, en fait il n'y aurait pas eu Shalai sur les deux parties, peut-être que ça aurait été différent, mais comme elle est sortie et qu'elle est très très puissante en limité, ça a fait très très mal. Voilà, la partie d'après où j'ai juste pas eu de chance sur la pioche, voilà, ça peut arriver. Et la cinquième partie, où j'ai fait une erreur, voilà. Donc je me dis que mon deck avait quand même plus de potentiel que ça, je pensais que j'aurais pu gagner au moins une ou deux parties de plus, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. La chance fait aussi partie du jeu, et donc, ce sera très bien. Moi j'ai fait des bonnes parties, je me suis bien amusé, donc c'est l'essentiel. L'après-midi, et après avoir mangé en 30 minutes, on s'installe de nouveau. Nous sommes par équipe, puisque c'est du 2 contre 2. On reçoit donc 2 packs par équipe. On ouvre tout ça, on a le droit de mélanger le contenu des 12 boosters pour constituer 2 decks de 40 cartes. Et disputer en fait un tournoi donc en cette fois-ci 4 rondes, et à chaque fois en une manche gagnante, donc c'est-à-dire un seul match contre l'équipe adverse. Mon partenaire m'a confié son deck de manière à ce que je puisse vous le présenter dans cette petite vidéo de compte rendu, donc merci à toi. Donc je commence par vous présenter mon deck qui est celui-ci. Alors en fait, comme vous pouvez potentiellement vous en rendre compte, je suis parti sur quelque chose de rampe, c'est-à-dire que je vais jouer beaucoup de cartes qui vont me donner du mana rapidement, puisque j'ai l'intention de jouer des grosses créatures. Le deck sera 4 couleurs, vous allez voir pourquoi, et j'ai essayé de jouer tous les énormes spoilers qu'on a ouverts. Donc on a eu de la chance de collecter à nous deux 3 fois l'elfe de Llanowar, donc ce qui est plutôt une bonne chose. On a pu obtenir également une druidesse terre-elfe, mais également 2 fois naître des cendres qui vont nous chercher des terrains de base, et c'est notamment intéressant pour justement pour le multicolore, puisque ça peut aller nous chercher un peu ce qu'on veut comme couleur. Voilà. On a également pioché un lotus doré qu'on a intégré, encore une fois pour ramper, mais aussi pour nous donner une couleur supplémentaire, et on a joué en 2 exemplaires la boussole de navigateur qui nous permet de gagner un peu de vie, mais surtout de transformer temporairement un terrain en autre chose pour pouvoir encore une fois avoir la couleur de notre choix. Mais pourquoi toutes ces couleurs ? Pour jouer Muldrotha, cette carte excellente qui est une 6/6 et qui nous permet une fois par tour de jouer un permanent de chaque type de permanent qu'il existe depuis notre cimetière. Donc en gros, toutes nos créatures, à chaque fois, je pouvais les rejouer depuis mon cimetière, mais également les artefacts, enfin ce que je voulais. C'était plutôt très très fort, et ce n'est pas tout, puisque on a aussi pioché Darigaz. Donc j'avais pioché le matin, mais je n'avais pas pu le jouer, donc là je me suis dit j'ai envie de le jouer, donc on a joué Darigaz. Donc comme vous le voyez, niveau couleur ça veut rien dire, mais on a pu tout à fait s'en sortir, on n'a eu aucun problème de couleur, c'était vraiment très cool. Et donc Darigaz, voilà, qui est une 7/7 vol, piétinement, célérité, qui quand elle meurt ne meurt pas vraiment, donc c'est plutôt fort. Et ensuite on enchaîne les énormes créatures, donc le Sphinx des chiffres nuages en 2 exemplaires, qui nous fait un regard 2 quand il arrive en jeu, une guivre primordiale, Kazarov, le gros vampire, Grune, le roi solitaire, qui peut potentiellement devenir 20-20 lorsqu'il attaque seul, donc c'est assez violent. Tout bêtement, le vagabond Pardic qui est très fort aussi, 5/5 piétinement sans aucune contrainte de couleur, le Cavrus sauvage qui devient 5/5 en payant 5, donc voilà, c'est fort, et on pioche en plus un champion feuillacier foil, donc on l'inclut au deck puisqu'il est majoritairement vert. Et enfin on essaye de jouer le vœu druidique de Kamal qui nous permet en gros de ramener toutes les créatures légendaires de notre deck sur le champ de bataille en une seule fois si on a beaucoup de mana, donc c'est plutôt très fort. Malheureusement sur les 4 rondes il est jamais sorti, je ne l'ai jamais pioché, donc c'est très dommage, mais la carte là était fortement intéressante. Voilà, après rien de plus dans ce deck là. Dans le deck de mon partenaire, donc on s'est dit que vu que là on va ramper et sortir des choses assez énormes, on va plutôt essayer
de jouer gestion et temporisation ici, donc ce sera un deck noir-blanc, mais on ne s'arrête pas là puisqu'on inclut aussi des cartes comme le paladin de la coterie pour pouvoir infliger de gros dégâts à nos adversaires, puisque ce type de carte qui va infliger 2 blessures à chaque adversaire, comme c'est une équipe qui est en face, il y a bien 2 adversaires, donc ça va doubler en fait tous les dégâts, donc ça va aller mettre 4 blessures à l'équipe adverse si jamais on joue un sort historique, donc c'est plutôt fort. On l'a pioché en 2 exemplaires, alors on l'a mis en 2 exemplaires, ça paraît logique, et après on balance tout ce qui est un peu historique et qui est fort, donc par exemple Kwende qui est une 2 double init, donc ça fait toujours le taf, mais également Danita, Initiative, Vigilance, Vie que j'ai retrouvé sur beaucoup de tables, elle a été jouée quasiment systématiquement, c'est très très fort. Yargle, voilà, une carte historique, Traxos qu'on a repioché, l'Aquilon en promotionnel qui est magnifique, donc ça encore une fois qui fait des choses, mais aussi des sagas, donc Tourment de chaîne, encore une fois la première capacité qui met 2 blessures à chaque adversaire, c'est multiplié par 2 dans un format 2 contre 2, donc c'est très fort, mais également la Renaissance de l'aîné qui est très très forte comme saga, parce que chaque adversaire sacrifie une créature ou un planeswalker, ça concerne les 2 adversaires du coup, chaque adversaire se défauche d'une carte pareil, donc ça c'est vraiment très très fort, voilà. Et ensuite, la masse de gestion, donc reproche de Gideon, lumière bénie en 2 exemplaires, scellé qu'on a eu qu'une seule fois malheureusement, offrande vicieuse 2 exemplaires, réduit à néant 2 exemplaires, étripé, dépouillé, offrande abjecte, invocation de la divinité, enfin bref, vous avez compris un peu le principe, beaucoup de gestion. Donc, comment ça s'est passé concrètement au niveau de nos matchs? Alors, c'était en 4 rounds, voilà, comme je vous l'ai dit, et tout bêtement, en fait, ça s'est passé moyennement bien, je dirais, parce qu'en fait, on en a gagné 2 et on a perdu 2, on a perdu les 2 autres, en fait. Donc, les 2 premières qu'on a gagnées, du coup, se sont passées très très bien, c'était assez long et assez équilibré, on perdait pas mal de vie au début parce qu'on était assez lent à se mettre en place, on passait notre temps à temporiser, jusqu'à ce que, justement, on arrive à avoir Muldrota sur la table qui commence à nous ramener les sphinx à chaque tour sur la table, donc c'était vraiment très fort. Dariga se pointe et il finit le travail, c'était vraiment très fort. Voilà, et les quelques sagas viennent aussi nous faire gagner de la vie et infliger à chaque fois 4 blessures aux adversaires, donc c'était très fort. La deuxième partie se passe à peu près de la même manière, donc encore une fois on descend très vite en PV, on arrive à, parce qu'on commence avec 30 PV, mais on arrive très vite à 8 PV, donc c'est un peu chaud, mais à partir de ce moment là, moi j'avais déjà 10 ou 12 manas sur la table et je commence à sortir des choses ultra violentes, donc ça s'est plutôt bien passé. Pour la partie numéro 3, donc ça s'est un peu moins bien passé, puisque moi j'avais un pseudo Manades, mais heureusement j'ai top deck une île à un moment donné pour jouer divination et ainsi renflouer un peu ma main, mais donc on a perdu un petit peu de temps, et le souci c'est que ils ont joué le commandant des assiégeants, voilà, et ensuite ils se sont arrangés pour créer un nombre assez absurde de jetons gobelins, et c'est devenu complètement débile, puisque en fait ils pouvaient sniper n'importe quoi, dès qu'on mettait une créature, si elle avait 2 ou 4 en endurance, au prix d'1 ou de 2 gobelins, ça devenait complètement bête, et en fait on n'a pas su s'en relever, voilà, on a eu un peu de retard sur les grosses sorties, et ça n'a pas fonctionné. À la 4e partie, on s'est retrouvé face à un jeu Saprobionte, qui a joué, le Saprobionte, pas le Saprobionte, mais le Fungus légendaire, qui leur permettait en fait de nous faire perdre de la vie, et comme c'est en fait chaque adversaire qui perd un PV, à chaque fois c'était x2, et petit à petit ils ont réussi à nous grignoter tout en nous temporisant ce qu'on mettait. Alors par exemple on n'a pas eu de chance, puisque à un moment donné je sors ça très très tôt dans la partie, et ça s'est fait congeler, donc c'est transformé en 0,4 défenseur. Je sors Darigaz qui est là, pareil, il se fait congeler, donc le pauvre ne peut même pas revenir après être tué, donc c'était vraiment triste. Donc voilà, donc la partie était pas vraiment super intéressante, un peu trop longue pour ce que c'était, mais on l'a perdu. J'en profite pour vous montrer ceci qu'on a pioché aussi, donc en version promotionnelle, qu'on a décidé de pas jouer en fin de compte, puisqu'on s'est dit que c'était pas forcément ultra rentable vis-à-vis du nombre de légendaires qu'on avait. Voilà, donc du coup, 2 victoires, 2 défaites, on se classe pas de manière exceptionnelle, cela dit on est quand même moitié de classement, donc on repart chacun de nous avec 3 boosters, ce qui fait plutôt plaisir. Encore une fois, je les ai conservés intacts pour pouvoir les ouvrir ici et maintenant avec vous, et je vous propose de commencer. Allez, donc premier booster, puisque voilà, j'aimerais bien quand même qu'on ait quelque chose d'intéressant en petit lot
de tournoi, ça ferait toujours plaisir. Donc, on va passer assez rapidement sur toutes ces petites communes, on reviendra sur tout ça quand on ouvrira notre display. Option, c'est cool, le fameux servant voltaïque qui marche très très bien avec Traxos, le Sphinx que j'ai beaucoup aimé dans cette avant-première. Premier Unco, un expert, l'escroc Ondin, tout bêtement, le garde du corps qu'on a beaucoup vu jouer aussi, et en rare on aura le droit à une mythique, Verix et le lame, et bien écoutez ça fait plutôt plaisir, donc c'est cette fameuse 4-4 vol pour 4 que si vous kickez va venir avec un jeton partenaire qui sera aussi une 4-4 vol dragon, donc c'est plutôt cool, bah je suis plutôt content, une mythique ça fait plaisir, donc, malheureusement on n'a pas le jeton qui va avec, ça aurait été plutôt fun, mais tant pis. Allez, moi je dis bonne pioche pour ce premier booster. Deuxième lot, donc deuxième booster, hein, vous aurez compris. On va continuer avec un chevalier, un coureur, naître descendre, le maride, voilà, qu'on a failli jouer à un moment donné, reproche de Gédéon qui était très fort, la boussole, hop, les vigiles, spirale de la nature, combat par le feu, qu'on a joué contre nous à un moment donné, c'était très très fort, donc voilà. Tetsuko, que je n'en peux plus de voir, je dois l'avoir au moins 4 ou 5 fois, c'est assez absurde, et en rare on aura le droit à une seconde mythique, franchement ça veut rien dire, donc Jaya Ballard, bah écoutez, j'étais un poil déçu sur les résultats en fait des boosters que j'ai ouvert juste avant pour les résultats de la matinée, mais là écoutez, sur 2 boosters de mythiques, c'est assez violent, donc Jaya Ballard, Planeswalker, donc qui coûte 5, qui arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté, qui dit que son +1 nous permet d'ajouter 3 mana rouges à notre réserve, mais par contre on peut le dépenser que pour lancer des sorts d'éphémère ou de rituel. Un autre +1, qui nous permet de nous défausser de 3 cartes pour en piocher autant, et son -8 en fin de compte qui nous dit qu'on peut gagner un emblème, qui va dire que on peut lancer des cartes d'éphémère et de rituel depuis notre cimetière, et si une carte lancée de cette manière devrait être mise au cimetière, elle est exilée. Donc tous nos sorts d'éphémère et de rituel ont le flashback en quelque sorte, de manière permanente, donc c'est assez fort. Donc voilà, Jaya Ballard, donc ça fait plutôt plaisir, 2 mythiques rouges qui plus est, moi je pense qu'on peut s'ouvrir une 3ème mythique dans ce 3ème booster, vu comment on est parti, bah et tant qu'à faire, franchement, pourquoi pas, j'aimais 203 j'ai envie de dire, allez, frappe fervente, protecteur de Gaïa qui était plutôt fort, en fin de compte aussi, on est tombé dessus une fois ou deux, hop, l'éléphant, la fureur, hop, congélation, la fameuse congélation qui a été très très punitive sur Darigaz, construction, sentinelle, tourment de chaîne qui était très forte en 2 contre 2, donc que j'ai beaucoup apprécié comme saga, rune de garde du conservateur, un petit terrain, et en rare, attention, on n'aura pas eu de 3ème mythique, mais on aura eu Traxos, et je suis plutôt content, puisque c'est une carte que j'adore, donc ça fait plutôt plaisir à nouveau, voilà, donc deux cartes qui rien, voilà, je sais pas pourquoi je vous montre ça, une forêt et un saprobion, donc voilà, bah écoutez, moi je pense que c'est plutôt cool, hein. Donc Verix Ellam, donc un nouveau représentant de la famille des Ellam, Jaya Ballard, voilà, Planeswalker qu'on retrouve en mode mamie, puisque Jaya à la base elle était pas si vieille, hein, mais comme il s'est passé un peu de temps entre les premières aventures sur Dominaria, c'est normal qu'on la retrouve ainsi, et Traxos, notre cher Grimlock, qui s'est un peu invité sur Dominaria, voilà, donc bah écoutez, moi c'est tout pour cette ouverture de booster, et je vais en profiter puisque je suis là avec vous pour vous montrer quelques cartes que j'ai pu récupérer durant l'avant-première, puisqu'on était en fait plusieurs potes en fait à y participer, donc j'ai récupéré tout ça à l'échange, donc un petit Skizik foil, donc on dirait presque un Pokémon pour le coup, voilà, que je trouvais assez magnifique en foil, donc j'ai pu récupérer ça, mais aussi un Squee l'immortel que j'ai pas eu la chance d'ouvrir en fait, mais qui était vachement fun, donc j'ai pu le récupérer. Un cimetière des cils, donc ces fameux nouveaux terrains, ces nouveaux checklands en fait qui sont plutôt cool, une chute de soufre pour le coup en version foil pré-release, voilà, une forteresse de la coterie que j'ai pas pu ouvrir dans ces boosters, mais que en fin de compte en limité ça aurait pas été très très fort, mais bref, en version pré-release également, donc là je me suis fait un peu plaisir, je vous avouerai, et enfin un lotus doré supplémentaire, puisque les lotus dorés, eh bien c'est toujours très très bien, voilà. Et donc comme je vous le disais, on était plusieurs lors de l'événement à participer, donc en guise de bonus, eh bien je vous présente quelques ouvertures de boosters, les boosters de l'eau en fait, des personnes que je connaissais qui étaient présentes. Donc là c'est mon partenaire de 2v2 qui nous ouvre un petit home de multitude, donc ce fameux équipement qui nous permet en fait de dupliquer la créature équipée, et notamment si elle était légendaire, de faire en sorte que la copie n'est pas légendaire,
pour éviter qu'elles s'auto-détruisent en fait tout bêtement, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc je vous montrerai les ouvertures de 3 personnes en tout. Donc la deuxième lot, donc comme je vous le disais, mon partenaire il a eu 3 boosters tout comme moi, donc ça ce sera le deuxième. Et qui nous ouvre et donc dans ce deuxième booster, donc la petite boussole encore une fois, l'oiseau mécanique, voilà, petite créature légendaire, une saga rouge qui était plutôt violente, qu'on n'a pas vu contre nous, mais j'ai vu sur certaines tables des gens la jouer, et ça faisait quand même pas mal de dégâts sur les tables. En plus ça peut ajouter du mana lors de la seconde capacité, donc c'était plutôt cool. Et donc dans ce troisième booster, nous aurons le droit, attention, à voilà, quelques cartes classiques. Voilà, on passe un peu rapidement les communes, hein, c'est logique. La Lithoforce, voilà, la petite carte élément de l'histoire, le manipulateur glacial encore une fois. Ça c'est plutôt pas mal en tant que tel. La petite de double énite et enfin l'espèce de gros rituel qui permet de détruire à peu près tout sur la table à part les créatures légendaires. Et donc troisième booster du coup pour compléter, pour terminer en fait cette ouverture. Attention. Alors on aura le droit à un ondin, une carte de gestion, voilà, un petit équipement, tout va bien, le chevalier qui faisait des choses, encore une fois la même carte de gestion, à nouveau la même créature légendaire, et enfin une saga verte qu'on n'a pas pioché, mais j'ai vu que d'autres personnes l'avaient pioché, et ça fait des choses, ça nous renvoie des choses dans la main depuis le cimetière, donc ça peut être utile. Ensuite c'est Zolkov qui était là, donc vous ne connaissez peut-être pas, voilà, qui nous ouvre donc ces boosters qu'il a gagnés en lot, donc 2 boosters il me semble, qui récupère du coup les communes, encore une fois, on va pas forcément s'attarder trop dessus, le dragon qui se kick, l'élémental d'épine qui est réédité en Unco, c'est plutôt bien, voilà, et bien le chevalier, la fameuse 5-4 pour 3 qui est super intéressante et que j'aimerais bien récupérer, et une petite foil pour la route, ouais, super chevalier que moi j'ai récupéré en foil du coup, mais que j'aimerais bien récupérer encore en 3 exemplaires, puisque je compte la jouer en playset dans un futur deck standard. Ensuite, on enchaîne avec du coup le second booster, qui va nous donner autre chose logiquement, et ce sera donc des petites communes, encore une fois, un oiseau, des gobelins, voilà, encore une fois l'oiseau qui est imbloquable, la baguette de sorcier, et en rare on aura le droit à le fameux djinn qui peut se jouer pour moins cher si on engage un artefact. Et enfin, pour finir cette ouverture bonus de booster sur place, hein, encore une fois ces rushs ont été faits sur place, ce sera les lots de Ice Cream, donc elle a logiquement 2 boosters il me semble. Donc qu'est-ce qu'elle nous ouvre? Un gobelin, voilà, le fameux elfe que j'aime pas trop, voilà, la petite gestion qui permet de renvoyer un truc dans la main et nous faire piocher une carte si c'est kické, le cyclope qui s'affaiblit s'il est bloqué par trop de créatures, une gestion, la petite carte qui met les saprobiontes qui a été énormément jouée face à nous, le terrain Unco blanc, et un petit esprit, et en rare on aura le droit, pas encore à la rare, mais donc la petite créature légendaire qui est très très bien je trouve, et la fameuse carte qu'on a piochée nous-mêmes un peu avant dans la vidéo et qui nous transforme nos terrains en grosses bébêtes temporairement. Voilà, et une foil, pourquoi pas, pour la route. Un petit jeton Sapro, et donc on va enchaîner avec le second booster. Et donc, encore une fois, on va passer un peu sur les communes, hein, voilà. Donc le petit squelette, voilà, opération de sauvetage. L'oiseau qui avait l'initiative et qui se boostait quand on joue des sorts historiques, le gobelin à nouveau, qui gagne la menace, voilà, éphémère, la carte qui faisait défausser il me semble, la boussole que moi je trouvais plutôt cool durant cette avant-première, la carte qui met -1/-1 et qui rajoute un token sur la table, qu'on a joué mais qui n'était pas si forte que ça en fin de compte, la petite 3-1, voilà, ensuite
un guerrier, piétinement, Londin légendaire qui est très joli je trouve, et pour terminer en rare, Chalaï, plutôt bonne pioche, ce gros ange qui nous a fait perdre bien quelques matchs. Bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt, du coup sur Booster à la chaîne pour de nouvelles vidéos et pour les prochaines ouvertures de Dominaria. Allez, salut à tous.